Il n'y a plus de ferme depuis longtemps à la rue de la Ferme à Genève, mais une crèmerie végane. Une toute petite arcade qui propose un choix de fromage, entre guillemets. À l'œil, on a du mal à croire que tous sont faits à base de noix de cajou. D'ailleurs, on les appelle plutôt affinés parce que le terme fromage est réservé aux produits à base de lait d'animaux. Malena Azam et son père Soheil se sont lancés dans l'aventure voilà 7 ans. Nous avons eu des problèmes de santé, Malena et moi. À l'époque, la méthode pour se soigner, ça a été de changer d'alimentation. Et comme nous étions des plutôt gros mangeurs de fromage, ça nous a manqué. Puis on s'est mis à chercher sur le marché ce qu'on pouvait trouver. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. On dit bon, puisqu'on ne trouve pas, on va le faire. On a commencé à faire ça à la maison. On avait un petit magasin de thé. On avait mis un petit frigo et finalement, on vendait plus de fromage que de thé. On a eu la visite des autorités sanitaires aussi qui sont venues, qui nous ont dit qu'on faisait de la vente sauvage et illégale. On devait se mettre aux normes et c'est ce qu'on a fait. On va mettre les étiquettes. Disons qu'on s'est formé en faisant. Vous voyez un rayon de fromagerie, vous partez du lait et vous avez combien de sortes de produits? Vous avez du kéfir, du yaourt, du lait, du fromage doux, du fromage à pâte dure, du fromage qui pue. On a vraiment de tout et ce qui va être difficile, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'affinage pour arriver à tel résultat, mais c'est faisable. L'affinage, c'est vraiment faire fermenter un produit pour arriver à un goût. Quand on rajoute 15 produits dedans pour arriver au même goût, pour moi, c'est plus le même travail. Et on a un bel héritage de la tradition fromagère qui est l'affinage. Donc, on essaie vraiment de s'en rapprocher. La crèmerie végane propose une gamme de produits artisanaux qui vont de la bûche façon chèvre aromatisée à des tomes plus sèches, longuement affinées, en passant par des sortes de crottins. Il y en a pour tous les goûts, ou presque. Le défi, c'est les pâtes dures, c'est les meules. Je pense que la demande, elle est là aujourd'hui. On s'attendait à avoir beaucoup de véganes à l'ouverture et en réalité, on a aussi des véganes, mais on a surtout eu des personnes intolérantes. Et notre clientèle, c'est surtout la clientèle flexitarienne, celle qui veut consommer en faisant plus attention, en choisissant mieux ses produits. Et ensuite, on travaille aussi avec des restaurants gastronomiques, des tables étoilées, des chefs étoilés, une clinique. Donc on a quand même une clientèle plutôt variée qui touche un peu tous les secteurs. Dans les supermarchés, l'offre d'alternatives végétales aux produits laitiers est en constante augmentation, avec des produits à base de soja, de coco et bien sûr de noix de cajou. La noix de cajou est originaire du Brésil, mais elle a gagné le monde entier. On la cultive dans les zones tropicales, en Afrique de l'Ouest et en Asie principalement. Et c'est dans les zones tempérées qu'on la consomme de plus en plus, 2 fois plus depuis 10 ans en Europe et en Amérique du Nord, et même 10 fois plus en Chine depuis 2016. En Suisse aussi, la noix de cajou est en plein essor. Installée dans l'Emmental, au cœur de la production fromagère suisse, cette autre crèmerie végane exploite tous les clichés nationaux. Avec 4000 m² de locaux flambant neufs, la start-up bernoise a grandi très vite. Ses produits sont aujourd'hui disponibles chez Coop et Migros et exportés dans plusieurs pays européens. Alice et Freddy, les cofondateurs de New Roots, n'ont pas encore 30 ans. Freddy et moi, donc mon associé, on est devenus véganes pour le droit des animaux il y a à peu près 12 ans. Le fromage, c'était vraiment la chose qui nous manquait le plus en étant végane. Et donc, c'est moi qui lui ai gentiment dit « Et si tu essayais de faire du fromage végane ?» Et en fait, lui, s'est tellement passionné par ça et nos amis ont tellement aimé, tout le monde était tellement emballé que en fait, c'est l'aventure qui a commencé comme ça. Alors
la noix de cajou a plusieurs avantages. Déjà, en termes de goût, elle est très neutre, ce qui veut dire que quand on en fait du lait et ensuite du fromage, on ne retrouve pas le goût fort d'un autre ingrédient. En termes de valeur nutritive aussi, on est très proche du lait d'origine animale en termes de matières grasses et de protéines, ce qui évidemment est un gros avantage. Et après, un autre point fort de la noix de cajou, donc ça c'est très contre-intuitif en général, c'est que c'est un ingrédient très efficace, c'est-à-dire qu'avec 1 kg de noix de cajou, on peut faire 2 kg de fromage et 5 kg de yaourt avec absolument aucune perte. C'est-à-dire qu'on mixe la noix de cajou avec de l'eau. À partir de là, on a un lait. On ne perd rien, on n'ajoute rien. Et à partir de ce lait, on travaille exactement comme de la fromagerie artisanale. On s'étonne qu'un produit cultivé de l'autre côté de la terre puisse être moins polluant que le lait des vaches qui poussent dans le champ d'à côté. Et pourtant, c'est souvent le cas. Il suffit de 500 g de cajou pour produire 1 kg de substitut de fromage, ce qui émet entre 5 et 12 kg d'équivalent CO2, ce qu'on peut représenter par un trajet de 20 à 50 km en voiture. La différence entre les deux valeurs vient du mode de culture avec ou sans déforestation. Par comparaison, la production d'1 kg de fromage à pâte dure nécessite 10 litres de lait de vache et émet 10 kg d'équivalent CO2, c'est-à-dire un trajet de 40 km en voiture. En fait, la principale responsable, c'est la vache. Le fromage qu'on produit ici ou ailleurs vient des vaches. Et les vaches produisent beaucoup de méthane du fait de leur digestion. Il faut y ajouter le fait que les vaches suisses consomment d'autres produits que l'herbe des pâturages. Par exemple, du soja importé. Mais l'impact le plus important du fromage et du lait de vache vient de ce méthane. Des vaches plus polluantes qu'on ne le pense, alors que le transport des noix de cajou est, lui, moins polluant qu'on l'imagine. La part du transport depuis si loin n'est pas un vrai problème pour les cajous. Si on considère un trajet de, disons, 20 000 km au maximum, c'est seulement 500 g de CO2. Donc, en termes d'éco-bilan, il faut un demi-litre de lait pour transporter 1 kg de cajou depuis l'autre bout du monde. Le transport est un problème pour les produits frais qui voyagent par avion. Mais les noix de cajou viennent en bateau, ce qui est assez efficace. Mais la noix de cajou pose plusieurs problèmes, en particulier la déforestation dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Il est très important de choisir des noix de cajou certifiées si on veut remplacer les produits laitiers. On met une très grande importance sur la provenance de nos noix de cajou. On travaille avec des fermes au Vietnam et des fermes au Burkina Faso. Et pour s'assurer des conditions de travail dans ces fermes, on travaille avec des organismes suisses, comme Gebana par exemple, qui eux font des contrôles fréquents et qui s'assurent que les conditions de travail sont respectées. Des produits bio, respectueux de l'environnement et des travailleurs donc, mais du point de vue du goût, sont-ils aussi convaincants ? Le jour de notre tournage, des étudiantes fribourgeoises dégustaient justement les différents produits de la marque. Donc on a une crème fraîche, ensuite vous avez 2 ricotta, une nature, une huile d'olive, thym et lavande. Ensuite on a 2 fromages frais, celui-ci est enrobé de poivre noir, celui-ci est enrobé d'épices et d'herbes méditerranéennes. Et notre best-seller c'est le camembert. Donc voilà, je me réjouis de savoir ce que vous en pensez. Oui, tu as fait celui-là. Je suis végétarienne et j'essaie de substituer certains produits laitiers, mais pas le fromage. Je ne suis pas prête à renoncer au fromage au lait de vache parce que j'aime beaucoup son goût. Mais ces alternatives me plaisent beaucoup et je pense que je pourrais les intégrer dans mon alimentation avec plaisir. Alors moi je connaissais pas du tout, mais du coup je suis presque étonnée de pas connaître parce que l'entreprise c'est une grande entreprise. Je trouvais intéressant de pouvoir faire découvrir aux membres de ma famille parce qu'on est assez fromage chez nous, mais fromage donc avec du lait de vache. Et je trouve intéressant de leur faire la surprise de est-ce que vous voyez une différence. Et aussi au niveau de l'écologie, faire un petit peu le pas vers autre chose, c'est aussi bien de s'y mettre gentiment. Je suis assez attachée aux produits du terroir qu'on peut avoir sur Fribourg. Donc pour la raclette et la fondue, je suis encore pas prête à passer le pas.
La raclette végane ne doit rien à la noix de cajou. Elle a été développée dans le laboratoire de recherche de New Roots à base d'ingrédients locaux. Notre projet actuel, c'est de faire gentiment la transition de la noix de cajou vers des ingrédients plus locaux. Notre raclette, notamment, qu'on vient de sortir, est faite entièrement à base de pois chiches italiens et de graines de lupin suisse. Nos yaourts aussi sont faits maintenant en partie à base de pois chiches et les produits sur lesquels on travaille maintenant sont faits quasiment uniquement à partir de produits locaux. La difficulté principale, c'est d'obtenir une texture similaire à la raclette au lait de vache. Et la manière dont elles font est vraiment très importante. Nous travaillons avec des ingrédients bio et notre liste est vraiment très courte. Nous pourrions utiliser toutes sortes d'ingrédients pour faire un produit végétal conventionnel. Mais dans notre cas, nous sommes vraiment très limités. En attendant les alternatives locales, la noix de cajou reste une valeur sûre de la cuisine végane. Exemple dans ce restaurant genevois où elle est utilisée en pâtisserie et dans les sauces. On a de la véganaise, c'est une déclinaison de la mayonnaise, une façon végane de la faire. Donc c'est une sauce dans laquelle on utilise uniquement des noix de cajou, du vinaigre de cidre, de l'eau, sel, poivre et citron. Tout ça, on va mixer dans un blender. Et voilà, ça nous donne une sauce avec une texture assez similaire à la mayonnaise traditionnelle. Et on peut aussi la décliner en ketchup. On rajoute de la betterave et des baies de goji à l'intérieur. Et voilà, ça nous fait la véganaise et la ketchup. Et si ça vous tente de tester une recette chez vous à base de noix de cajou brute, voilà une suggestion de pâtisserie hyper simple à réaliser, un no cheesecake. On va avoir besoin de noix de cajou que l'on fait tremper et que l'on égoutte pour récupérer une texture similaire à celle d'un cheesecake traditionnel. Du lait végétal, de l'huile de coco, du sirop de vanille, du sirop d'agave et du yaourt de soja. On mixe tous les ingrédients et on verse le mélange sur un biscuit préparé dans un moule. On glisse quelques heures au frigo pour faire durcir et c'est prêt. Bonsoir Lise Aymeric. Bonsoir Linda. Vous l'avez goûté, ce no cheesecake? Évidemment. Et très bon. Je ne suis pas sûre que j'aurais fait la différence à l'aveugle. On peut varier les parfums à l'infini et la recette est sur la page de l'émission. abe.ch donc pour les curieux et les gourmands. Lison, c'est vous qui signez ce reportage et là vous nous avez amené 4 fromages entre guillemets pour parler de prix et de goût. On va commencer par parler prix. Alors, si on parle prix, je vous ai amené ici une sorte de un non camembert de New Roots qui est vendu 6,60 francs ou 100 grammes. Ici, la tome de la crèmerie végane de Genève qui, elle, est vendue 12 francs ou 100 grammes. Et pour comparaison, la tome fleurette du Pays d'en Haut qui, elle, est vendue 3,80 francs au 100 grammes. Ouais, donc des différences quand même substantielles. Est-ce que c'est représentatif des différences de prix qu'il y a entre ces fromages et puis ces substituts à base de noix de cajou? Alors, les substituts végétaux sont toujours un peu plus chers que les produits à base de produits laitiers et de lait d'animaux, sauf si on monte en gamme dans les produits les plus chers. Les produits à base de noix de cajou sont aussi les plus chers des substituts végétaux. Il faut dire aussi qu'ils ont une liste d'ingrédients qui est assez courte, ils sont moins transformés et donc ce sont des produits aussi plus artisanaux. Et puis au niveau du goût maintenant, est-ce que la non-tome, elle a un goût qui se rapproche de celui de la vraie tome? Alors ça dépend, quand on est dans les fromages frais, comme ici la tome emballée enrobée de pétales de rose et de baies roses, là on est vraiment dans un fromage frais excellent, très doux, qui se rapproche assez des produits à base de lait d'animaux. Quand on entre dans des produits plus affinés, des produits plus corsés, alors là, la noix de cajou va rester plus courte en bouche et elle va être moins corsée, moins forte. Et là, peut-être que ceux qui cherchent ce goût très fort vont être déçus. Merci beaucoup Lison, vous revenez dans un petit moment, mais avant cela, on se rend en Inde. L'Inde, plateforme mondiale du décortiquage des noix de cajou. Et si nous vous en parlons ce soir, c'est que cette étape est dangereuse pour la santé. La noix de cajou fraîche contient en effet des substances qui brûlent les mains des travailleurs et surtout des travailleuses qui les épluchent. Antoine Védéier, Abhijit Pandey et Ulysse Caillou.
Regardez, il y en a plein encore derrière vous. N'oubliez pas de ramasser celles qui sont cachées sous les feuilles. Dans sa plantation de 8 hectares dans le sud de l'Inde, Noufal Salam veille sur la récolte de ces curieux fruits, au bout desquels pousse un petit appendice, la star de nos apéritifs. Voici la pomme de cajou. Et ça, c'est la graine à l'état brut. C'est le fruit à partir duquel on obtient la noix de cajou. La récolte des fruits a lieu au printemps, une fois par an. 25 travailleurs saisonniers s'affairent dans la plantation. Ils sont chargés de ramasser les pommes de cajou et séparer la noix du fruit. C'est assez facile. Dès qu'une pomme est mûre, elle tombe par terre, alors on la ramasse, puis ensuite on sépare la noix du fruit. On récupère chacun 15 à 20 kilos de noix chaque jour. Ces hommes travaillent 6 jours sur 7 pour un salaire mensuel de 200 francs environ. Pour Noufal Salam, l'exploitant, la plantation créée par son père il y a 40 ans est particulièrement rentable. Bien sûr que c'est rentable. On n'a pas besoin d'investir d'argent dans la maintenance de la plantation. On ne paye pas pour acheter de l'engrais ou des pesticides. On doit simplement ramasser les fruits quand c'est la bonne saison, et ça ne dure que 3 ou 4 mois. Une fois séparés du fruit, les cajous sont séchés quelques jours au soleil, avant d'être envoyés dans des usines de la région, où elles seront décortiquées. L'Inde est le premier producteur mondial de noix de cajou. L'an dernier, près de 700 000 tonnes de noix sont sorties de ces usines. C'est plus de 20% de la production mondiale. Le pays est la plaque tournante du marché international, car les industriels assurent aussi la transformation de noix de cajou récoltées ailleurs dans le monde. Voilà la matière première qui arrive d'Afrique jusqu'au port de Thoothukudi. Là-bas, on achète à des intermédiaires des sacs de 50 ou 100 tonnes et on les transforme pour le marché local. Pour pouvoir traiter ces volumes gigantesques, l'industrie de la noix de cajou en Inde emploie plusieurs centaines de milliers de personnes. 90% d'entre elles sont des femmes. Et la petite usine que dirige Shiva Kumara ne fait pas exception. Les cajous, qui seront revendus en moyenne 8 francs le kilo, sont d'abord coupés en deux à l'aide d'une machine avant d'être décortiqués. Une étape en apparence anodine mais qui s'avère pourtant dangereuse. La coque de la noix renferme du cardol, une huile résineuse particulièrement caustique. C'est comme du poison, il faut faire très attention. Pour se protéger de ce liquide qui attaque comme de l'acide, la plupart des travailleuses ici portent des gants. Mais le directeur l'admet, les brûlures ne sont pas évitées pour autant. Elles ont beau prendre leurs précautions, il arrive quand même que leur peau s'abîme à cause du liquide chimique. Lorsqu'elles font ça tous les jours, leur peau se met à peler sur leurs mains. Madame, montrez-nous vos mains. Sous ces gants, cette femme qui travaille ici 6 jours sur 7 pour un salaire mensuel de 100 francs a la peau à vif. Vous voyez sa main. La peau est attaquée. Retournez votre main. Regardez comme c'est abîmé. Dans quelques jours, la peau va tomber. Shiva Kumara ne semble pas s'émouvoir. Il minimise la gravité des blessures. Ça n'a aucun effet sur leur santé. Il n'y a pas de problème. Elles font ce métier depuis plus de 10 ans et elles n'ont aucun effet secondaire. Et puis si elles ne faisaient pas ça, elles seraient toutes pauvres. Ce travail leur permet de sortir de la pauvreté. En Inde, elles seraient des centaines de femmes, peut-être des milliers, mutilées jusqu'au bout des doigts, pour alimenter un marché qui pèse chaque année plus de 6 milliards de francs. Dans cette petite coopérative, sans la présence de leur patron, ces petites mains sacrifiées de la noix de cajou tiennent un tout autre discours. Regardez, on met les cajous par terre et c'est là qu'on sépare la noix de la coquille. Leurs mains brûlées leur feraient vivre un calvaire au quotidien. À cause de ce liquide, la peau de nos mains est à vif.
On ne peut même plus manger avec les doigts, ça nous brûle. On a aussi du mal pour faire la lessive ou la vaisselle. Notre peau est irritée en permanence. Les femmes sont payées en fonction du volume de cajou décortiqué. La règle est la même partout dans le secteur. Ici, elles gagnent encore moins qu'à l'usine, 80 francs par mois, alors certaines préfèrent ne pas porter de gants. On ne porte pas de gants car ça nous permet d'aller plus vite. Et si on va plus vite, on gagne plus d'argent. C'est pour ça qu'on travaille à main nue. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre travail dans notre village. La seule chose qu'on puisse faire, c'est décortiquer des noix de cajou. Pour aider ces femmes à travailler dans des conditions décentes et leur permettre de faire respecter leurs droits, une ONG organise régulièrement des rencontres avec les ouvrières de la noix de cajou. Venez, venez, asseyez-vous. Ici, chaque femme prend la parole pour raconter les problèmes auxquels elle fait face au quotidien. En ce moment, pour 1 kilo, je gagne 7 centimes. Donc combien ça fait par semaine? En une semaine, je gagne 12 francs environ. Depuis près de 30 ans, Mohana Kumar observe le fonctionnement et les évolutions de la filière. Une industrie qui ne cesse de croître et de s'enrichir au détriment des travailleuses. Ceux qui consomment des noix de cajou en Europe ou dans les pays développés ne savent pas d'où elles viennent et ne connaissent rien de la souffrance des travailleuses. Elles ont d'abord des problèmes de santé, mais aussi des plus petits salaires que les ouvrières qui travaillent dans d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on les informe de leurs droits. C'est la seule façon d'améliorer leurs conditions. Dans l'état du Kerala, à contre-courant des méthodes de la filière, un homme a fait le choix de produire une noix de cajou de meilleure qualité, respectueuse de la terre et des femmes qui la transforment. Voilà l'étape la plus délicate de la production. C'est le moment où la noix de cajou est retirée de sa coquille. Tommy Matthew est un ancien journaliste, désormais à la tête d'une organisation de commerce équitable. Dans cette usine, les noix de cajou sont 100% bio et les femmes qui les décortiquent portent toutes des gants. C'est obligatoire. Là, j'enfile de nouveaux gants. Les anciens étaient abîmés par les cajous, donc j'ai dû les changer. Pour éviter les brûlures ici, les règles sont strictes. Les travailleuses doivent d'abord s'enduire les mains d'huile pour éviter que le liquide contenu dans les coquilles ne leur colle aux doigts. Elles enfilent ensuite des gants fournis quotidiennement par l'usine et une ultime protection, des embouts en plastique au bout des doigts. Résultat, ici, aucune blessure n'est à déplorer. Avec l'huile et avec les gants, il ne m'arrive rien. Je n'ai aucun problème. Regardez, mes mains sont parfaites. Dans cette usine aussi, les employés sont payés au volume décortiqué. Mais ici, Tommy Matthew leur offre un meilleur salaire, 8 francs par jour. C'est plus du double des tarifs pratiqués dans le secteur. On insiste pour les payer davantage que le salaire minimum, parce qu'on veut absolument qu'elles puissent compenser leur perte de rendement. Donc, qu'elles continuent à porter des gants. Pour nous, la santé des travailleuses est un impératif. On pense que des employés en bonne santé qui travaillent dans de bonnes conditions seront capables de fournir de meilleures noix de cajou aux consommateurs. Les noix de cajou de Tommy Matthew sont vendues environ 11 francs le kilo. C'est près de 30% de plus que les prix pratiqués par les usines traditionnelles, comme celles que nous avons visitées. Malgré son tarif plus élevé, l'an dernier, il a pu exporter plus de 1200 tonnes de cajou bio partout dans le monde. On les exporte en France, en Italie, en Australie, à Hong Kong, aux États-Unis, à travers le monde en fait. L'usine fournit aussi le marché suisse. Chaque année, 30 tonnes de noix de cajou brutes sont expédiées à Zurich. Tommy Matthew veut croire que la vente de ces cajous à l'international lui permettra d'améliorer les conditions de travail des employés du secteur. Je suis persuadé que le fait de faire des cajous bio nous a permis de conquérir de nouveaux marchés. Et je suis convaincu que si nous continuons à respecter les normes bio et celles du commerce équitable, le futur s'annonce radieux non seulement pour les producteurs indiens de noix de cajou, mais aussi pour tous ceux qui la transforment dans notre pays. L'appétit mondial pour la noix de cajou indienne est tel qu'avec le riz, les épices et le thé,
Elles font aujourd'hui partie des 4 principales exportations agricoles du pays. Bonsoir Uli Barofol, merci beaucoup d'être avec nous. Vous présidez l'entreprise PACA à Zurich, société spécialisée dans le commerce équitable de noix. Vous collaborez notamment au projet qu'on vient de voir dans le reportage. Comment expliquer que ces bonnes pratiques, aujourd'hui, elles restent aussi marginales? Est-ce que c'est simplement une question de coût? Je crois que nous avons besoin de personnes convaincues que si l'on se comporte correctement avec les gens, que l'on respecte des conditions de travail justes, ce qui fait que les prix sont plus chers, cela permet de développer un modèle d'affaires plus stable, plus durable à long terme que si l'on est orienté sur le court terme et le profit. Il y a une aberration dans le marché de la noix de cajou, ce sont les distances. Des noix qui poussent en Afrique, qui sont ensuite exportées en Asie pour être épluchées, qui sont ensuite revendues dans le monde entier. Pourquoi la production n'est-elle pas plus concentrée ? Dans certains pays, c'est un risque très important de mettre sur pied sa propre infrastructure de production, parce qu'il faut de bonnes équipes dirigeantes, des investissements et des conditions cadres sûres pour ces investissements. Des problèmes comme la corruption et tout le contexte manifestement difficile dans beaucoup de pays africains font que le Vietnam est devenu un grand transformateur avec des capacités de transformation très efficaces, si bien que les noix de cajou crues peuvent être exportées facilement et à bas prix. Parce que personne n'ose investir en Afrique. On parle d'un produit qui coûte cher. Pour ceux qui l'achètent ensuite en Suisse notamment, à peu près 18 francs le kilo pour des cajous standards, environ 2 fois plus cher si on parle de noix de cajou bio et ou Fairtrade. Est-ce que du côté suisse, les clients sont prêts à payer ce prix ? Les clients suisses sont très sensibles à la question des aliments durables, des chaînes de valeur durables. Le bio et le Fairtrade sont bien établis en Suisse et les clientes et clients sont prêts à payer ce supplément. Toutefois, c'est encore une niche et le conventionnel domine encore le marché. Merci beaucoup, Uli Barofol, pour vos réponses et très belle soirée à vous du côté de Zurich. Lison, on va clore avec vous ce sujet sur les noix de cajou avec un conseil très pratique comme consommateur. Comment est-ce que je peux savoir si les noix de cajou que j'achète, elles ont été produites dans des conditions décentes ? Alors le meilleur moyen, c'est de choisir des produits bio, Fairtrade, labellisés tout simplement. On peut aussi éviter certains pays à risque. On a vu qu'en Inde, les noix sont transformées à la main, ce qui est un vrai problème pour les travailleuses. La difficulté quand même avec la noix de cajou, c'est qu'il y a un manque de traçabilité important. Oui, alors très souvent, quand on a des mélanges de noix, des emballages qui mélangent plusieurs types de noix, eh bien le distributeur n'est pas tenu d'indiquer la provenance des différentes noix. Et même quand on a des emballages exclusivement avec des noix de cajou, eh bien souvent la provenance n'est pas indiquée pour les premiers prix parce qu'il y a de tels volumes traités qu'elle va changer très souvent et donc on ne l'indique pas. Denner nous a conseillé de nous adresser au service client avec le numéro de lot pour connaître la provenance des noix, ce qui n'est pas toujours très pratique quand on fait ses courses. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. On ajoutera que quand le pays indiqué sur l'emballage est un pays africain, par exemple Burkina Faso ou Côte d'Ivoire, eh bien là, on est certain que la noix a été cultivée et transformée dans le même pays, ce qui permet d'éviter des transports inutiles. Merci beaucoup, Lison, pour vos lumières. Très bonne soirée à vous. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Vous vous souvenez peut-être de ce scandale dont nous vous parlions en novembre dernier, des tests Covid jamais effectués, mais facturés à large échelle et payés par la Confédération. Ce soir, nous vous racontons comment un chirurgien esthétique vaudois se retrouve pris dans cette affaire. Anton Selva, dans sa demeure tranquille, au-dessus de Saint-Gall. Le retraité a travaillé toute sa vie dans la banque et les chiffres, un homme précis et pointilleux. Alors forcément, quand l'année dernière, sa caisse maladie lui envoie un décompte sorti de nulle part, il n'en croit pas ses yeux. J'ai constaté avec surprise que j'avais été testé 33 fois.
Et ces tests auraient été effectués dans le canton de Vaud, en Suisse romande. Alors que ces dernières années, je suis seulement allé une fois en Lavaux pour une excursion. 33 tests fantômes à 36 francs, soit un montant total de 1188 francs, alors qu'il affirme n'avoir été testé qu'une seule fois, bien après ce décompte. Plus surprenant encore, tous ces tests sont facturés au nom du même médecin. C'est toujours le même nom, toujours la même adresse et toujours le même montant. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non. Non. Je ne parle pas assez bien le français pour aller me faire refaire là-bas. Car l'homme en question, appelons-le Dr X, est un chirurgien esthétique vaudois bien connu sur les rives du Léman, a priori plus porté sur le bistouri que sur les couvillons. Un cas emblématique du scandale des tests Covid fictifs dont ABE vous parlait en novembre dernier. En cause, des centres de tests douteux, des médecins et des sociétés de facturation au rôle obscur, et au final, des tests qui n'ont jamais eu lieu, payés par le contribuable. La fêtière des assureurs alerte sur l'ampleur de l'affaire. La plupart des tests sont facturés selon les règles, mais nous estimons que pour environ 1% d'entre eux, les factures sont frauduleuses. Des tests sont facturés 2 ou 3 fois ou même n'ont jamais eu lieu. Et nous estimons la fraude à près de 1% de la somme totale, ce qui représenterait environ 20 millions de francs suisses. Nous sommes donc très inquiets. Anton Selva, lui, a demandé des explications à la KPT, son assureur maladie. Réponse: nous avons annulé les factures et récupéré l'argent du prestataire. Autrement dit, l'argent versé de manière indue au Dr X. Quel rôle le chirurgien vaudois a-t-il joué dans cette nébuleuse de facturation multiple et de tests fantômes? Ce qui est sûr, c'est que son nom n'apparaît pas uniquement dans le dossier de notre Saint-Gallois. Une assurée s'est par exemple vue refuser le remboursement d'un test Covid bien réel. Motif: Visana avait déjà payé le médecin pour un autre test soi-disant effectué le même jour. Nous avons versé le montant de 36 francs au Dr X. Et puis, cette clinique de chirurgie esthétique zurichoise impliquée dans le scandale a envoyé ce courriel surprenant à un assuré. Nous sommes chargés des fausses factures du Dr X et du Dr. Pour les montants comptabilisés de manière erronée par les personnes citées, il sera procédé à un remboursement. Interpellé à de multiples reprises, le médecin vaudois n'a pas répondu à nos questions. Il se borne à ce simple commentaire. J'ai été victime d'un usage abusif de mon numéro de facturation, auquel j'ai fait mettre fin rapidement lorsque je m'en suis aperçu. Afin d'identifier le mécanisme de cet abus, je collabore depuis bientôt une année à une enquête menée par l'Office fédéral de la santé publique. En attendant, il est dans le collimateur des assureurs. À Lucerne, Dieter Sigrist dirige la cellule d'enquête de la CSS, l'une des plus grandes caisses maladies du pays. Avec son équipe, il a joué les lanceurs d'alerte dans le scandale des tests fictifs. En total, c'était plus ou moins 38 médecins qu'on a des doutes si la facturation c'était vraiment bien ou pas. Et donc, maintenant, on suspend des factures, on a encore une vingtaine. Qu'on a encore des factures qu'on va recontrôler qui n'étaient pas encore payées. Quelques dizaines de professionnels qui figurent sur une liste noire des caisses maladies. Les numéros de facturation et les médecins qui sont en suspens, on a échangé avec tous les autres assurances. On échange les informations, ça veut dire la liste, c'est pour toutes les assurances maintenant. Ça veut dire que le médecin vaudois auquel on s'intéresse, nous par exemple, il est sur cette liste? Il est sur cette liste. Une liste transmise à Berne à l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP qui enquête pour déterminer le degré d'implication du Dr X et des autres médecins sur liste noire.
La priorité pour nous, c'est vraiment de lever le doute sur tous les cas suspects et de récupérer l'argent chaque fois que nous l'estimons nécessaire. Donc à ce stade, il y a une trentaine de cas qui sont traités chez nous. Pour l'heure, on a récupéré 6 000 francs. C'est le premier cas qui est clos. C'est un début. Nous sommes actuellement en discussion concernant d'autres cas beaucoup plus importants dont les montants dépassent probablement le 1 million de francs. Ce sont des cas donc plus importants, plus complexes, qui sont plus longs à traiter. Des procédures de longue haleine. Il faudra donc attendre des mois avant que l'ordre, si cher à Anton Selva, ne soit rétabli dans la facturation des tests Covid. Bonsoir Emmanuel Sangra. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Berne. Vous êtes responsable des évaluations au contrôle fédéral des finances et puis vous avez publié tout récemment un rapport sur la facturation des tests Covid. Quelles ont été les principales lacunes de l'OFSP à ce niveau-là ? Il faut bien voir que c'est les assurances qui remboursaient ces tests et puis les assurances ne peuvent pas rembourser, ne peuvent pas tout contrôler. Donc c'est bien l'assuré lui-même qui est le principal contrôleur. Malheureusement, toutes les assurances n'ont pas envoyé de factures et d'informations aux assurés. Et ce qui fait qu'on n'a pas tout pu vérifier. Et ça, c'est un des premiers problèmes qui a eu lieu. Votre rapport est assez dur envers l'Office fédéral de la santé publique, puisque vous dites, vous écrivez, il manque un concept global de lutte contre les abus. Qu'est-ce que l'OFSP aurait dû faire de plus ? C'est important qu'on essaie de récupérer l'argent qui a été versé à tort aux prestataires. Donc, c'est les assurances qui ont payé cet argent. C'est elles qui ont leur banque de données. Et c'est à l'OFSP de coordonner le tout, de poser les bonnes questions pour pouvoir identifier les prestataires qui auraient commis des erreurs, voire même des abus. Ce que l'OFSP, à votre sens, n'a pas suffisamment fait dans un premier temps ? Bon, pour le moment, il ne l'a pas encore beaucoup fait. Il a reçu des dénonciations. Donc, l'OFSP doit maintenant traiter ces dénonciations. Et puis après, il doit aussi voir s'il y a d'autres erreurs, d'autres abus. Donc, il faut qu'il redouble ses efforts. Alors, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, dans le cadre des tests Covid, il y a eu une déconnexion entre le numéro de facturation, ce qu'on appelle le numéro RCC, qui souvent était celui de différents médecins, et puis le lieu, les centres de tests où les tests étaient pratiqués. En quoi est-ce que cela peut ou a pu faciliter les abus ? Tout à fait. Certains prestataires ont mis à disposition leur numéro RCC. Et puis ensuite, il a été difficile de savoir où ont été réalisés effectivement ces tests. Alors, même pour l'assuré qui voit la facture, il ne pouvait pas forcément voir où avait eu lieu le test. Donc ça, c'était un premier problème d'identification du lieu où a eu lieu le test. Ensuite, le fait de mettre à disposition son numéro RCC, et sans être soi-même un fournisseur de tests Covid, pose des questions même éthiques, voire même pénales, si la personne a elle-même gagné de l'argent dans l'opération. Alors, ça fait des mois maintenant que l'OFSP enquête sur cette affaire. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra que l'Office dépose plainte pénale contre certains des acteurs de ces abus ? Alors moi, je ne suis pas au courant de toutes les affaires, mais à un moment donné, il y a une première étape où il faut voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment eu abus ? Est-ce que c'est pénal ou est-ce que ce n'est pas pénal ? Et à un moment donné, l'Office doit décider si oui ou non il transfère le dossier au ministère public. Mais il n'y a pas urgence. Mais donc ça veut dire que c'est tout à fait possible que cette affaire se termine sans la moindre procédure pénale, sans la moindre enquête d'un ministère public ? J'en sais rien, on verra. Merci beaucoup Emmanuel Sangra pour vos réponses. Très bonne soirée à vous. Et on termine cette émission avec de la musique, outil subtil pour optimiser vos comportements d'achat. C'est le clin d'œil de notre chroniqueuse Leïla Rully. Bonjour, c'est Monique. Pourquoi dans certains magasins, la musique est si forte qu'on se croirait dans une discothèque ? C'est insupportable. Le but, c'est quoi ? Nous chasser ?
Monique, vous avez vu juste. D'après des recherches datant des années 60, qui avaient fait pas mal de bruit à l'époque, la musique jouée fort dans un commerce écourte le temps de visite sans réduire la quantité moyenne achetée. Cette méthode est particulièrement utile lors des heures d'affluence. Elle accélère le flux et permet ainsi d'éviter d'avoir trop de monde en même temps et de décourager de nouveaux clients d'entrée. Mais il n'y a pas que le volume, le rythme aussi peut nous influencer. Une chanson au tempo lent, plus bas que le rythme cardiaque, nous fait ralentir la cadence, nous garde plus longtemps sur le point de vente et nous incite in fine à dépenser jusqu'à 29% en plus. En effet, après 40 minutes passées dans un commerce, les gens ont du mal à faire preuve de sélectivité rationnelle et commencent à acheter avec leurs émotions. À partir de là, 50% du contenu de notre panier sont des articles qu'on n'avait pas prévu d'acheter en entrant dans le magasin. Autre fait amusant, la musique classique est généralement bonne pour les affaires. D'après d'autres études, au restaurant, ce type de musique pousse la clientèle à claquer plus d'argent. Pareil chez les marchands de vin. Du classique en fond sonore incite à dépenser davantage que la pop ou l'absence de musique. Le plus drôle, la musique italienne dope les ventes de vins italiens. Et ça fonctionne aussi avec d'autres pays. Attention, avant de diffuser du Vivaldi dans votre boutique, la musique classique peut aussi donner l'impression que les produits sont chers. Dans une bijouterie de luxe, ça fera son effet, mais ailleurs, ça peut aller jusqu'à effrayer les clients. Chère Monique, nous vivons dans un monde où instruments à vent et instruments de vente se confondent. La solution pour éviter de céder au chant des sirènes du marketing est peut-être de faire vos courses avec des bouchons d'oreilles.